Bonjour à tous, bon après-midi plutôt. Merci d'être là et puis on va parler de Quarkus. Alors Quarkus c'est un peu pompeux parce qu'on dit qu'on est supersonique, subatomique Java, mais on va expliquer pourquoi. On va expliquer pourquoi on a travaillé sur Quarkus, pourquoi on a créé ce framework, qu'est-ce que c'est et puis comment ça marche en dessous, comment on a réussi à faire ce genre de choses. D'accord? Moi je suis Emmanuel Bernard, je travaille chez Red Hat, historiquement sur Hibernate, donc j'ai cofondé Quarkus mais sur beaucoup de frameworks qui touchent à la donnée, sur lesquels Red Hat a touché, donc Infinispan, Debezium, etc., etc. Et puis je suis accompagné de Guillaume Smet. Oui, et donc moi je travaille sur les technologies Hibernate également et Quarkus. Et voilà. Voilà. Et donc qu'est-ce que c'est Quarkus? C'est en gros, déjà c'est un open source, à chaque fois que je l'oublie et les gens ils me demandent après. Donc c'est open source, ASL 2.0, tout sur GitHub, etc., etc. Et c'est une stack pour écrire des applications Java, tout simplement. Donc si vous faites du back-end en Java, c'est vraiment le sweet spot. Euh, Vous pouvez faire vos monolithes classiques, etc., etc. Par contre, la philosophie de Quarkus, c'est vraiment d'essayer de travailler sur ces typologies-là, de, de targeter des environnements cloud natifs. Par cloud natif, c'est des environnements soit que vous déployez effectivement dans le cloud avec des ressources qui sont là, qui disparaissent, etc., etc., soit que vous utilisiez un orchestrateur du type Kubernetes, OpenShift, etc., et du coup qui ont tendance à imposer à votre application de comporter correctement, notamment probablement en embrassant des approches de type 12 factor, où vous déléguez la plupart de la gestion d'état à des back-end services plutôt que le gérer vous-même, ce qui vous permet de scaler l'application sans avoir à vous poser la problématique de comment est-ce que je partage la donnée quand je scale à plus qu'une instance mon application. Les microservices, bon, il y a la partie 12 factor, il y a aussi toute une partie communication, on va plutôt vers dans l'industrie sur une architecture event-driven que avant. Donc là, il y a pas mal de patterns de communication qui sont différents quand on s'approche de microservices. Il y a aussi un problème de densité, je vais en parler un petit peu après. Et puis serverless, c'est le temps de démarrage, c'est-à-dire qu'on paye à la seconde, enfin ou à la milliseconde qu'on consomme, et donc évidemment, quand on prend des secondes pour démarrer le framework, ça coûte plus cher que d'autres plateformes. On va démarrer la démo, parce que c'est bien de parler, donc c'est peut-être un peu petit. Ça vous va ou pas? On va faire comme ça. Non, pas comme ça, comme ça. Ok, donc j'ai démarré un tout petit peu, c'est-à-dire que j'ai créé un template de projet. J'ai répondu aux questions, j'ai dit oui pour une ressource de type REST. Ensuite, j'ai copié la partie front-end parce qu'on ne va pas passer de temps là-dessus, on va juste l'utiliser. Et puis j'ai ouvert mon IDE. Et il est là. Donc mon IDE, il me montre une application qui utilise JAX-RS, les annotations JAX-RS standard. Et puis on a le chemin Hello et puis on retourne Hello sur l'application. Donc on va la démarrer. Donc Quarkus, il y a un plugin en fait Maven, il y a l'équivalent sur Gradle pour démarrer. La première chose qu'on va mettre, c'est qu'on va se mettre en mode de développement. En fait, Quarkus, il a un mode de développement dont on va voir l'intérêt. Donc déjà, ça démarre. On voit que le debugger est activé optionnellement en non bloquant. On peut le bloquer au besoin. Et puis là, on a démarré en moins d'une seconde. On a CDI et RestEasy qui ont démarré. Et on peut tester ça. Hein. On va faire ça. Hello, non, localhost. Déjà, on a la page d'arrivée qui nous explique comment utiliser Quarkus. Et puis, je démarre et puis j'ai le chemin Hello. Et puis là, je vais commencer à travailler. Donc, Hello Lille. Je rafraîchis. Je vois tout de suite le résultat. Donc là, Hello Lille, point d'exclamation, je rafraîchis. Là, j'ai fait une erreur, mais ça me le dit tout de suite. Donc ça, c'est cool. Donc là, je le corrige tout de suite. Et je rafraîchis. Et ça marche. D'accord? Ouais, ce cycle auquel les gens qui font du JavaScript sont habitués, ou même du PHP sont habitués, là, on le retrouve en Java. Et comment est-ce qu'on fait ça? D'ailleurs, c'est tout dans les logs. Ce qui se passe, c'est qu'en mode développement, donc il y a la même JVM qui est là et qui tourne, celle-là elle reste allumée. Par contre Quarkus, au moment où vous rafraîchissez votre navigateur, il va détecter s'il y a eu des changements dans votre code, des fichiers de propriété, des fichiers Java. Il va les recompiler, il va les déployer, enfin il va les recompiler, les mettre là où l'application est déployée, et ensuite il va éteindre l'application en entier, la Quarkus va s'éteindre entièrement et redémarrer.
Concrètement, on vire le class loader et on en reprend un autre et on répond à la requête. Et tout ça en 165 millisecondes. C'est du hotspot, JVM hotspot classique. C'est ça qui donne cette impression de développement et de déploiement instantané. C'est comme ça qu'on fonctionne. Bon, ben ça c'est bien, mais c'est juste Hello World. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est une application un peu plus compliquée. On va vouloir faire une application To-Do, par exemple. Et elle a un front-end. Je crois que j'ai mon réseau qui marche pas très bien. Elle a un front-end, mais il n'y a pas de back-end. Donc si je fais do back-end, ben, il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas les API REST derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est d'écrire ces API REST. Donc on va décider de Quarkus de rajouter des dépendances, en fait. On appelle ça des extensions dans Quarkus. Donc on peut faire avec le même plugin, là, mm Quarkus. List extensions. Et puis on voit la liste des extensions que Quarkus supporte. On en a tout un paquet de plus en plus qui arrivent. La dernière en date, par exemple, c'est le mailer qui permet d'envoyer des mails de manière réactive et non bloquante. Donc vous pouvez spammer comme des fous. Mais nous, concrètement ici, dans l'application To-Do, on va vouloir persister ça dans une base de données et puis manipuler du JSON puisque le front-end manipule du JSON. Donc là, on va faire add extensions, ouais. Et puis alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut Hibernate ORM. Alors, on va l'utiliser avec Panache. C'est un rajout par-dessus. Donc, on va voir ce que ça veut dire. On va utiliser Hibernate Validator. Guillaume ne l'a pas dit, mais il est lead Hibernate Validator. On a REST Easy. On va utiliser le support JSON-B dans ce cas-là. Il me faut bien sûr un driver JDBC. Je vais utiliser Postgres. Et puis je vais rajouter OpenAPI qui est en fait l'intégration avec le standard mais qui est Swagger et du coup API, voilà. Et puis qui va me permettre de faire des choses un petit peu après, on va voir. Donc là ça s'est bien passé. Si j'avais fait une erreur de typo, il me l'aurait probablement dit. Si j'avais laissé AIP, il m'aurait dit tiens je la trouve pas là, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Bon on peut redémarrer Quarkus en mode développement et puis on est prêt à développer. Hop, ça démarre, on retourne ici, puis on va commencer. Ah, vous voyez ce qui s'est passé ici, là, je vous l'ai pas montré quand j'ai rajouté les extensions, mais les extensions, en fait, ce ne sont que des dépendances dans le POM, il n'y a rien de magique, en fait, là-dedans. Ce qui est magique, c'est qu'on essaie de vous simplifier la sélection des extensions avec des choses un peu plus automatisées, mais on voit OpenAPI, on voit Hibernate ORM avec Panache, etc., etc. Donc, je vais faire une to-do resource. C'est du JAX-RS, donc pour ceux qui sont familiers, on utilise ces annotations-là. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est quand même assez simple, on définit le chemin. Et puis, tiens, je vais dire aussi que je produis et que je consomme du JSON. C'est pas la bonne, je crois. Application JSON, ça c'est je produis et je consomme. C'est intéressant pour Quarkus. Alors, produce. Ok, et maintenant je vais faire le premier rest endpoint qui va me ramener toute la liste des to-do. D'accord, donc ça va être un get. Et puis, c'est le get de base, donc sur API ça va ramener ça. Donc, public liste de to-do. Et puis voilà le nom, on s'en fiche un peu. Voilà, donc le to-do il n'existe pas, mais ça va être la représentation Java de mon JSON, d'accord? Donc là je vais le créer. Et puis, comme c'est une application relativement simple, mon objet Java qui représente mon JSON, il va aussi représenter mon entité au sens Hibernate. Donc je vais faire un add entity. Et puis je pourrais commencer à utiliser ça comme j'utilise Hibernate normalement, notamment ici en faisant un add inject et puis en injectant l'entity manager. Mais là on va utiliser Hibernate avec Panache. Et Panache il a deux modes, il a un mode repository / DAO et il a un mode active record. Et on va utiliser ce mode là. Donc on va étendre un truc qui s'appelle Panache Entity qui nous permet déjà d'hériter du type identifiant et puis d'un certain nombre de méthodes techniques. En fait, quand une Active Record, la façon dont on peut le penser quand on vient d'Hibernate et des choses comme ça, c'est votre objet entité et votre objet repository en une seule classe. D'accord ?
Donc là, on peut se concentrer sur l'état de mon objet to-do. Donc il a title, c'est ce qui est attendu par le front-end. C'est une entité classique Hibernate, donc je peux rajouter des objets columns, je peux dire qu'elle est unique. Je peux rajouter des contraintes de validation, note blanc d'ailleurs, ça sera même mieux. Voilà. Ensuite, je vais rajouter, je crois qu'il attend une URL. Ensuite, je vais savoir si la to-do a été faite ou pas. En fait, l'utilité des listes de to-do, c'est de pouvoir rayer quand on a fait les choses. C'est ça le petit côté satisfaisant, completed. Et puis, je vais mettre une priorité, en fait, parce qu'il y a des choses qu'il faut faire avant les autres. Et puis, c'est pas ça, c'est column. Et puis, order, c'est un mot-type, c'est un mot-clé, pardon, dans SQL. Donc, on va changer ça par ordering, par exemple. Là, j'ai utilisé des champs parce que ça évite toute la cérémonie du getter et du setter et on y accède directement. Vous pouvez utiliser les getters et les setters si vous avez de l'encapsulation à faire ou si vous êtes dogmatique à propos de ça. Si vous faites un appel ici en faisant l'objet to do, là, enfin le type to do, si je fais to do, si je fais un appel comme ça et que j'ai le getter order, get order, set order, en fait, ça va être réécrit au moment au moment du build. En fait, on va changer le bytecode et ça va faire l'appel effectif à votre getter et votre setter. Donc vous allez avoir l'encapsulation de manière effective. Mais sinon, voilà, là ça fonctionne et c'est assez plus compact et plus simple. Donc on va démarrer comme ça. Et ben là on est prêt. Vous vous rappelez, Active Record, il y a non seulement l'entité mais aussi le repository qui sont en une seule méthode. Donc là, ce qu'on veut, c'est tout ramener. Donc to do, et puis là, on a la liste des opérations. List all, liste avec des requêtes, delete, find, persist, voilà, tout ce dont vous imaginez avoir besoin. Donc là, on est intéressé par list all, et puis on va peut-être probablement l'ordonner par order pour ramener les choses qui sont en priorité là. Donc là, je pense que je suis prêt, je rafraîchis, j'ai fini mon dev. Ah non, là, je suis pas prêt. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que j'ai pas configuré l'accès à la base de données. Donc on va aller, alors là je vais pas tricher mais je vais accélérer un petit peu, je vais prendre en fait ça c'est ces 4 propriétés qui sont nécessaires. Donc on met username, password, l'URL et puis le nom du driver. Et puis je vais mettre ça dans application.properties. Un autre point important de Quarkus, c'est qu'on essaie de simplifier ce que je disais là, tout ce qui est cérémonie. Donc JPA, il a son persistence.xml. Bin validation, il a son validation.xml. Tous ces frameworks, enfin, toutes ces technologies, ils ont un peu leur propre façon de configurer. Là, on a unifié tout dans un seul fichier de config avec des propriétés standards. Et donc, juste le fait d'avoir défini la data source et juste le fait d'avoir un @entity ici, ça va vous démarrer proprement Hibernate. Et donc là, si je rafraîchis, ça devrait beaucoup mieux fonctionner, sauf que là, j'ai rien puisque ma base de données est vide. Donc, ben, je vais la remplir. Pour ceux qui connaissent Hibernate, il y a moyen d'insérer des données au moment du démarrage d'Hibernate. Donc là, je copie ces imports SQL et je vais créer ce fichier. Non, il n'est pas là d'ailleurs, il est là dans les ressources. Il s'appelle import.sql. Et je reviens là et je rafraîchis. J'ai pas arrêté et redémarré mon application une seule fois. D'accord? Quarkus, il détecte le fait que vous avez rajouté une ressource, qu'elle correspond à une ressource que Hibernate connaît, il va la redéployer, du coup il va redémarrer l'application et on va voir ça tout de suite. Donc je pourrais continuer à écrire la partie CRUD, le reste. Donc là on a fait la lecture, mais toute la partie CRUD du reste de la to-do. Ce que je vais faire, c'est plutôt un exemple de moteur de recherche. Donc je suis là, moteur de recherche, c'est probablement du get aussi. On a un chemin qui va être différent pour le coup. Donc je vais dire search / le mot que je recherche, et puis on a besoin d'un peu de pagination. Bon là j'ai 15 éléments dans ma base, mais imaginons que j'en ai 150 milliards, c'est un peu mieux de faire de la pagination. Ça va ramener probablement une liste de to-do, ça a du sens. Et puis j'ai mes 2 paramètres, le mot que je cherche, et puis la pagination. D'accord? Et puis ça on va l'améliorer un petit peu, mais pour l'instant vous définissez que cette propriété-là, elle correspond au chemin Word dans mon path. Et puis, ce truc-là correspond à l'élément page. D'accord?
Et puis bah là, je pourrais utiliser to-do et puis utiliser list et passer une requête directement, faire ça un petit peu crâne, mais j'imagine que le moteur de recherche, il est un peu compliqué, donc je vais l'externaliser. Donc je vais créer une fonction search une méthode search qui passe le mot et la taille de la page, enfin plutôt l'index de la page. Et vous voyez le flow là, je suis en train de coder mon truc, donc structurellement c'est bon. Et puis maintenant je vais zoomer dans le DAO et je vais, non je vais pas faire ça, je vais demander à créer la méthode. Et là je suis sur la méthode et je vais pouvoir l'implémenter. Et donc là je vais écrire une requête JPQL, HQL pour implémenter ce moteur de recherche. Return, find. On va prendre les propriétés, enfin les to-do qui ne sont pas encore finis, et puis on va les retourner. Et là, vous me dites, non mais attends, ça c'est pas une requête HQL, ça. Ça c'est un mot. Ben, en fait, c'est une requête HQL, parce ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on est dans le contexte de l'entité to-do. Donc select to-do, from to-do, where, tout ça on l'infère, on dit que c'est la valeur par défaut. On peut écrire select to-do, from to-do, where ici, on peut écrire ce qu'on veut comme requête HQL, mais là, on infère que toute cette partie-là, ça sera toujours la même dans ce bout de code-là. Donc on dit juste completed, et completed equals false, et donc là, on passe le paramètre, puisqu'il faut faire d'externaliser les paramètres pour éviter les injections de code SQL. Et là, on est prêt. Donc là, on va complexifier un peu en rajoutant le filtrage sur le mot. Donc là, je vais faire completed equal premier paramètre. Et puis, title like, le second paramètre. Alors là, je vais faire un truc qu'il ne faut pas faire si vous avez une vraie base de données, surtout un DBA derrière qui va vraiment vous engueuler si vous faites ça. Le truc bien, c'est qu'on a intégré Hibernate Search dans Quarkus assez récemment avec l'intégration sur Elasticsearch. Donc vous pouvez utiliser un vrai moteur de recherche. Mais là, bon, on fait une petite démo entre amis. Hein, donc ça va bien se passer. Et puis je vous ai oublié de vous parler de la pagination. Donc la pagination, elle accepte un objet page. Et puis ben, j'ai mon index de page et puis je définis la taille de la page. Donc là, je vais prendre une page artificiellement petite de 3. Et là, je suis prêt à vous faire la démo, sauf que j'ai pas d'interface utilisateur. En fait, ce parti front-end to do, en fait, c'est une application qui existe sur Internet qui vous permet de développer, comparer les front-end Angular versus Vue, etc. Là, je l'ai pas, mais c'est pas grave parce que, en fait, vous vous rappelez, j'ai rajouté OpenAPI et donc je peux demander d'activer l'API l'interface Swagger. Et là, elle est active par défaut quand on est en mode développement. Là, vous êtes en mode développement, vous vous rappelez ici. Ici, on est en mode développement, on est capable d'après d'aller en mode production ou test, etc. Et donc quand on est en mode prod par défaut Swagger, l'interface utilisateur est désactivée, mais en dev elle est activée, c'est super pratique parce que là je vais pouvoir commencer à tester mon moteur de recherche sans avoir à faire une UI. Donc là je suis sur Quarkus. Et puis la page, on va prendre la première page. Et puis j'ai mes 3 résultats comme prévu. Et si je prends la dernière page, ben, je devrais avoir moins de résultats. Exécute, pardon. Hop, effectivement, j'ai plus qu'un seul résultat. D'accord. Donc j'ai implémenté ça extrêmement rapidement. Je vais vous montrer aussi comment. Donc pour packager votre application, ben, c'est tout simple. Vous faites MVN package si vous utilisez Maven et l'équivalent Gradle, si vous utilisez Gradle. Par contre, si on veut faire la compilation en mode natif, c'est-à-dire ne pas utiliser OpenJDK, mais utiliser une autre JVM qui s'appelle GraalVM, dont on va parler un petit peu après, et ben je lance le profil natif. Ça prend un tout petit peu de temps, ça prend à peu près 2 minutes et demie. Et donc on va continuer à. J'ai pas changé le test, donc ça va planter. Ce qui me fait rappeler que je ne vous ai pas parlé des tests. Et les tests, Quarkus démarre super rapidement, donc on démarre Quarkus en entier quand on fait un test, juste avec le @Quarkus test, et ça se passe super bien. D'accord. Ça se passe tellement bien qu'on peut faire @inject et injecter des bins qui font partie de notre application. Ici, on a Rest Assure qui est intégré proprement avec Quarkus, qui fait qu'on lui passe l'URL pour appeler le serveur, en l'occurrence le serveur local, et puis on fait nos tests ici. Alors, je crois que j'ai dit Hello Lille. Et donc, ça devrait mieux marcher. Et voilà, ça marche mieux d'un coup. Hop, donc on va retourner au slide. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait Quarkus? Donc, le contexte, on est chez Red Hat, on pense que le futur c'est ces plateformes d'orchestration
aujourd'hui basé sur les containers, mais en tout cas de déploiement extrêmement dynamique. Et du coup, on voit les gens qui sont intéressés sur la densité de leurs applications. Et donc, on voit des problèmes entre Java, qui a été développé initialement dans les années 90, et cette approche container, et on voit qu'il y a de la friction. D'accord. Déjà, ce qu'on voit, c'est que grâce aux plateformes d'orchestration, les gens ils passent de monolithes à des microservices. D'accord. Alors, c'est quoi les différences? Pour ce qu'il y a dans la boîte, ça ne change pas vraiment. Normalement, le bout de code, il y en a moins, mais il est plus focalisé. Mais idéalement, si on peut utiliser les mêmes frameworks, c'est plutôt cool, y compris jusqu'aux fonctions. La différence entre un monolithe et des microservices, c'est qu'un monolithe, quand il parle à lui-même, c'est un appel à l'intérieur du process. Et quand on parle de microservices, il faut communiquer. Peut-être c'est par HTTP, peut-être que c'est par des messages. Qu'est-ce qui se passe si un des microservices tombe? Donc il y a un certain nombre de questions qui se lèvent. Les fonctions, j'en parle même pas, c'est encore plus à ce niveau-là. Et la différence entre les fonctions et les microservices, voire les monolithes, c'est que les fonctions, elles descendent à 0 en termes de scalabilité. Un microservice, vous avez une petite instance et puis vous êtes capable de scaler à 10 fois cette instance pour tenir la charge. Mais vous en avez toujours une qui écoute le port HTTP, par exemple, pour répondre à votre requête web ou des choses comme ça. Une fonction, en fait, l'infrastructure fait ça pour vous. Et l'infrastructure, quand elle voit une requête pour cette fonction-là, elle va littéralement démarrer la fonction à froid et faire des choses. Donc le temps de démarrage, il est important parce qu'on démarre de 0. L'autre point, c'est que autant les containers, ça scale dans Kubernetes, autant les développeurs, ça ne se multiplie pas comme les petits pains. Et donc avant, on avait un monolithe et une équipe de 20 qui bossait dessus. Maintenant, on a 20 microservices et une équipe de 20 qui bosse dessus. D'accord? Donc en fait, quand on réfléchit, le temps que vous avez à passer sur chacun des microservices, il est vachement réduit. Vous n'avez pas le temps d'avoir de la cérémonie, des tests qui sont un peu trop longs, enfin tout ce qui vous ralentit en termes de entre vous et le développement fait, ça pose un problème parce que c'est 20 fois plus cher, puisque c'est répété 20 fois. D'accord? Ça c'est important. Et donc pourquoi est-ce qu'on fait quand même des microservices? Parce que ça a l'air chiant quand même. D'accord? On les fait pour être beaucoup plus dynamique en termes de flexibilité technique et donc de flexibilité en termes de métier, business. D'accord? Les plateformes, enfin l'orchestration, les orchestrateurs dynamiques, dont Kubernetes fait partie, vous permettent de gérer beaucoup plus dynamiquement ces microservices. Mais le point clé, c'est que chaque microservice doit être vraiment isolé de l'autre microservice. Moi, j'appelle ça des îlots de microservices. Ça inclut la donnée, d'ailleurs, puisque un microservice travaille avec sa donnée. Si vous partagez la même base de données avec 50 microservices, vous avez un monolithe distribué. Ce n'est pas des microservices. D'accord? C'est difficile. Après, il y a un chemin à faire pour aller vers là. Mais, donc ça, c'est un autre sujet. On en parlera peut-être la prochaine fois que vous me voyez en conférence. Mais ce qui est important, c'est d'isoler chaque microservice. Donc si je réalise que mon microservice numéro 2, en fait, technologiquement, il avait une base de données relationnelle, Oracle, et que ça ne tient pas la charge parce qu'il me faut des latences beaucoup plus faibles et que je veux passer sur une base de données en mémoire, je vais réécrire cette partie-là qui est ciblée, qui est à peu près qui est isolée des autres, et je vais pouvoir avancer. Si j'avais un seul monolithe et que je décide de migrer de Oracle à une base de données en mémoire, vous imaginez que le boulot, il est beaucoup plus grand. C'est ça l'avantage. Et l'avantage au niveau métier, c'est pareil. Tiens, j'ai une nouvelle idée, je vais rajouter un microservice et ça ne va pas impacter le reste, ou je ne vais pas être impacté par la delivery des autres microservices. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Et alors là, on va venir vers Java. Qui fait du Java ici? Sinon, j'étais mal. Java et les containers, en fait, Java, ça a été fait dans les années 90 où on avait un process dont l'objectif était de répondre au plus grand nombre de requêtes par seconde possible et imaginable. D'accord? Ça, c'était... et puis, alors, quand c'était la gloire, on mettait 2 serveurs, mais l'idée, c'était un process qui gérait le plus de choses possible. D'accord? Donc, les optimisations qui ont été faites, c'était pour le throughput. C'était pas forcément fait pour le temps de démarrage et c'était pas fait pour la consommation, l'optimisation de consommation mémoire. Maintenant, on est dans un environnement différent où si on a un temps de requête par seconde sur une instance de mon application et qu'on veut doubler ça, on déploie une seconde instance dans notre univers Kubernetes et là, on a doublé le nombre de requêtes par seconde pourvu qu'on n'ait pas décidé de mettre des logs distribués ou des saloperies comme ça et qu'on ait proprement géré la gestion d'état distribué à des services dont c'est le métier. Ce qui veut dire qu'au niveau Java, on a un temps de démarrage qui est un peu lent. Déjà, le JDK, il est extrêmement puissant. Il y a beaucoup de code. Mais du coup, ça veut dire que le temps de charger ces classes-là,
ça prend du temps. Surtout que Java, ça reste quand même une technologie interprétée qui après est JIT, Just in Time, compilée de manière... comment on dit en français? Je ne sais pas, je suis en train de m'enfoncer là. Compiler à la volée, voilà. Donc au début, il y a de l'interprétation jusqu'à ce que le code soit assez chaud et qu'après, on a probablement proprement JIT les choses. Donc ça prend... C'est plus long que d'autres plateformes pour démarrer. L'autre problème, c'est la consommation mémoire. Le fait de faire du JIT, ça demande de l'information, ça demande des métadonnées autour de la classe. Ben, j'ai chargé telle classe, elle est liée à telle autre classe, c'est la super classe de telle autre classe, parce que si je rajoute des nouvelles classes, Java est la JVM est une plateforme extrêmement dynamique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce qui fait qu'on peut rajouter des classes à la volée, etc. Et donc toutes ces métadonnées, elles sont utiles pour recompiler à la volée ces informations. Et dire, bah, tiens, j'ai précompilé ce morceau-là en ayant ces hypothèses-là, mais une nouvelle classe arrive où le chemin chaud a changé, et du coup, je décompile, je recompile tout ça en mémoire. Toutes ces informations-là sont dans le metaspace. Donc, quand on dit j'ai démarré Java avec 10 mégas de RAM, le XMX égale 10, ça, c'est pas vrai. C'est pas 10 mégas de RAM, c'est 10 mégas de heap. Le nombre de mégas de RAM, c'est ce qui est la façon dont le représenter dans les containers, ça s'appelle le resident set size, enfin c'est vrai sur votre système d'exploitation, c'est la consommation totale de votre process. D'accord? Donc Java, il a son heap, mettons 30. Quand on regarde un heap de 30 mégas sur un framework qui fait du web, du REST et des choses comme ça, le RSS, ça sera plutôt 250. C'est ça la consommation mémoire réelle de votre application Java. Et autant si on a une application assez large, un monolithe, c'est pas très grave parce que ce coût-là de metaspace, il devient de plus en plus petit parce que notre heap grossit proportionnellement. Autant quand on fait des microservices qui sont très ciblés, ben, le heap, il est potentiellement très petit, et cette visibilité du metaspace, elle est très grande, en proportion. Et du coup, il y a des gens, ils aiment bien Java, mais ils sont obligés de bouger sur d'autres plateformes à cause de ce problème de densité. Parce que le coût initial, 20 fois cet overhead-là, ça commence à se voir en termes de chiffres, et du coup, la prod commence à se poser des questions. Donc c'est pour ça qu'on a fait Quarkus. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est Quarkus? Donc, c'est une stack pour écrire des applications Java, mais il y a 4 gros bénéfices. Le premier, c'est qu'on se focalise sur que vous fassiez votre boulot le plus vite possible et que vous puissiez passer à autre chose. D'accord? Ça veut aussi dire que vous n'avez plus de temps de lire Facebook pendant les tests, mais vous pouvez choisir explicitement de lire Facebook. C'est basé sur des standards, ce qui fait que vous n'avez pas à réapprendre non plus la roue. Plein de choses que vous connaissez, JPA, Hibernate, CDI, etc. etc. Donc il n'y a pas des nouveaux concepts ou des nouvelles annotations, des choses comme ça. Il y a une configuration unifiée pour vous simplifier les choses en termes de setting initial. Tout ça, ça parle ensemble. Il y a ce mode Live Reload qui est extrêmement intéressant et qui marche super bien pour avoir une expérience développeur le feedback loop entre votre écriture de code et le rendu est très très court. Et puis, on a des choses par-dessus les standards de type Panache dont je vous ai montré qui sont là pour simplifier les cas d'utilisation typiques, les fameux CRUD ou les choses comme ça. On veut les rendre beaucoup plus simples, tout en vous laissant la capacité d'aller derrière sur le framework en entier pour faire le boulot. Et puis on a la compilation native qui, vous vous rappelez, c'est cette ligne-là. La compilation native, si vous essayez GraalVM à la main, vous allez voir, c'est pas exactement ça. Ça prend 2 minutes, ça a pris 2 minutes dans ce cas-là. Et quand on regarde dans Target, il y a mes fameux jars, donc pour démarrer avec Hotspot, mais il y a aussi il y en a un qui est en rouge ici, qui est un exécutable natif sur la machine, qui a démarré. Il a démarré en 256 millisecondes. Il est un petit peu lent parce qu'en fait le réseau marche pas très bien. Je suis sur mon téléphone. Normalement ça démarre encore plus rapidement. Tiens voilà, 0,52 secondes. Et c'est l'application telle que je la connais. Donc je suis là, je peux faire mon application to do et je vois les données. D'accord? Et donc ça prend un peu de temps à compiler, mais c'est un truc typiquement qu'on met au niveau de l'intégration continue. C'est-à-dire en mode développement, vous êtes avec OpenJDK, dans votre intégration continue, vous avez la compilation native. Et peut-être que vous n'avez pas besoin de cette compilation native et que vous êtes très bien avec OpenJDK dans votre environnement, mais vous avez quand même un gain en mémoire, on va voir ça justement. Voilà. Je parle un petit peu avant mes slides. Le deuxième bénéfice, c'est que c'est extrêmement petit. La partie subatomique, c'est ça. C'est que la consommation mémoire, elle est très faible.
par rapport à l'équivalent en termes d'application, une application REST qui répond à un endpoint, vous avez à peu près, le mieux qu'on a pu trouver, c'est 140 megs de heap, non pas de heap, pardon, de taille RSS pour l'application, après la première requête. Et Quarkus avec OpenJDK, donc le JDK que vous connaissez, on est à diviser par 2. Et puis si vous allez jusqu'à la compilation native avec GraalVM, on est à 10%. Et là vous me dites, ouais, une appli REST, c'est pas vraiment une vraie appli. Donc là on va vous faire une appli REST avec l'accès Hibernate, accédant à PostgreSQL, etc. Là on est à peu près quand même dans les mêmes ordres de grandeur. Et le temps de démarrage, alors c'est pas le temps de démarrage d'ailleurs, c'est le temps de première réponse. Je démarre, je reçois une demande, je réponds à cette demande, j'ai fini de répondre à cette demande, j'arrête le chronomètre. C'est ça qui est important même dans vos tests, parce que vos tests, c'est pas comme s'ils testaient rien. S'ils testaient rien, on démarre même pas le framework et puis c'est fini. Si vous testez des choses, il faut démarrer le framework pour qu'il puisse répondre à ce truc, à votre test et finir. Quand on regarde, je vous laisse lire les chiffres, mais on voit des différences extrêmes, ne serait-ce que sur OpenJDK. Et puis, évidemment, la partie GraalVM, là où on le voit, cet intérêt, notamment en temps de démarrage, le parti supersonique, c'est le temps de démarrage pour du serverless. D'accord. Pour du déploiement de microservices, ce qui est important, c'est plutôt la taille mémoire que le temps de démarrage. Mais pour le serverless, le temps de démarrage, il est vraiment important. Troisième point, c'est qu'on a unifié, donc on a une stack fondamentalement réactive en dessous, et puis on vous expose de l'impératif ou du réactif. On a essayé de simplifier ça. Aujourd'hui, quand vous voulez faire l'un ou l'autre, vous avez des stacks vraiment différentes. Vous allez dans l'univers Vertex avec ses connecteurs, ou vous allez dans l'univers plus classique avec ses approches. Et là, on veut unifier ça, et c'est particulièrement important dans les event-driven architectures où on veut pouvoir consommer des messages, parfois en bloquant, parfois en non bloquant selon vos besoins, mais idéalement en ayant le même modèle de programmation. Et l'approche réactive est aussi très intéressante en réduction de consommation de ressources, parce qu'on a un seul thread ou deux threads par corps, des choses comme ça, qui sont là pour processer vos événements et non pas un par requête. Et le dernier point, c'est que, j'ai tendance à dire, vous avez déjà 4-5 ans d'expérience avec Quarkus, parce que ce qu'on expose en API, ce n'est pas les API Quarkus. C'est les API que vous connaissez déjà. JPA, REST-Easy, Vertex, Camel, etc., etc. Et je vais laisser la main à Guillaume pour nous parler de GraalVM et de comment on a fait dans Quarkus pour que ça marche. Alors, il paraît que je dois parler très fort. Je vais essayer. Donc, c'est important de comprendre comment GraalVM fonctionne, parce que ça sous-tend pas mal de réflexions qui ont mené à Quarkus, et également en mode JVM d'ailleurs. Donc on va pas s'attarder sur la partie polyglotte de GraalVM parce qu'on a tous envie de faire du Java. Mais ce qui est important pour la partie Java, c'est de voir deux choses. Le compilateur Graal, qui est du coup un nouveau compilateur écrit en Java, qui peut potentiellement remplacer le compilateur C2 de la JVM, et également SubstrateVM, qui permet de construire des images natives et du coup de se passer totalement de JVM. L'hypothèse très très forte de GraalVM, c'est de se dire on travaille dans un monde fermé, c'est-à-dire qu'on connaît l'ensemble des classes qui vont être chargées, on connaît l'ensemble des chemins d'exécution, et à partir de cet ensemble de classes, cet ensemble de chemins d'exécution, on va être capable de réduire au maximum les éléments qu'on va intégrer dans l'exécutable natif. D'où la taille relativement limitée d'un exécutable natif par rapport à une JVM qui va peser 200 mégas, plus vos classes applicatives. Là, on va réduire vraiment l'exécutable natif au minimum vital pour qu'il puisse fonctionner. C'est vraiment une hypothèse qui est très importante et on va voir par la suite les conséquences que ça peut avoir. Alors, il y a un certain nombre de limitations par rapport à GraalVM. Certaines limitations qui se réduisent au fur et à mesure et qui se lèvent au fur et à mesure. On va s'attarder sur celles qui en fait font le cœur de GraalVM et qui explique la réflexion qu'on a menée par la suite. La première chose, c'est qu'on n'a pas peut pas charger des classes dynamiquement. Faut pas oublier du coup notre hypothèse de départ. On travaille dans un monde fermé. Du coup, on peut pas rajouter de classes une fois qu'on a déterminé ce monde fermé. C'est également le cas, et la réflexion est la même pour la réflexion et les proxys dynamiques. À partir du moment où on autorise la réflexion sur des classes, on peut potentiellement
exécuter n'importe quelle classe, exécuter n'importe quelle méthode, accéder à n'importe quel champ, sans que le compilateur Java ait été capable de s'en rendre compte. D'où le fait que la réflexion dans GraalVM est autorisée, mais à partir du moment où vous fournissez une liste précise des éléments qui vont être accédés en réflexion, de manière à ce qu'il puisse l'intégrer à l'intérieur de son monde fermé. Typiquement, si vous n'ajoutez pas une classe dans la réflexion, et qu'elle n'est utilisée que par ce biais, elle va être simplement supprimée, et vous aurez une classe NodeFound d'exception parce que la classe n'est pas là. Un élément important également, c'est les initialiseurs statiques. Alors ils ont un peu changé ça sur les dernières versions de GraalVM, mais l'idée de départ de GraalVM, c'était d'initialiser toutes les classes dès le démarrage de l'application. C'est un élément qu'on utilise dans Quarkus, et on va voir comment et pourquoi. Comment Quarkus fonctionne? L'idée, c'était vraiment de repenser la phase de démarrage des applications, et de servir de ces hypothèses et de cette réflexion autour de GraalVM pour modifier complètement comment le framework démarre. Donc qu'est-ce que fait un framework au démarrage? Il passe son temps à parser des fichiers de config, alors ça peut être du YAML, du XML, des fichiers properties. Il va analyser le ClassPath, il va lire toutes vos annotations, il va aller chercher les services pour le service loader, il va construire tout un ensemble de métadonnées pour les différents frameworks, les métadonnées Hibernate, les métadonnées Hibernate Validator, les métadonnées pour vos services REST. Il va préparer tout ce qui est réflexion, tout ce qui est proxy, il va démarrer des IO, démarrer des threads. C'est quelque chose qui est extrêmement lourd. Et l'idée de Quarkus, c'est de se dire, une grosse partie de ce travail, on peut le faire en amont, on peut le faire au moment de la compilation, à partir du moment où on prend l'hypothèse d'un monde fermé. Les intérêts de tout ça, ben, ils sont assez évidents, en tout cas le premier est assez évident, c'est qu'on fait le boulot une seule fois, et on le fait pas à chaque démarrage. Du coup, tout ce qu'on a poussé au build, ben, on évitera de le faire à chaque fois. On passe moins de temps à démarrer, on utilise aussi moins de mémoire, on initialise moins de classes, on a capacité, on le verra juste après, à réduire le nombre de classes chargées, et du coup on utilise significativement moins de mémoire. L'idée aussi c'est de limiter la réflexion. La réflexion c'est quelque chose qui coûte relativement cher. Parcourir les classes, récupérer les paramètres d'une méthode, c'est des choses qui sont assez coûteux, et le faire en amont, c'est quelque chose qui permet de gagner énormément sur les temps de démarrage. Un des autres bénéfices de Quarkus, c'est qu'au moment où on compile l'ensemble des éléments, je ne sais pas si vous avez vu, mais tout à l'heure, quand Emmanuel a voulu compiler une application native, on n'a pas passé 10 000 options à la compilation native GraalVM. On a juste passé un profil Maven et la compilation GraalVM s'est faite. Pourquoi? Parce que Quarkus construit l'ensemble des options et l'ensemble des métadonnées qui vont être passées à GraalVM. Et ça se fait à travers notre framework d'extension. Ce qui est très important aussi, c'est que à partir du moment où on a fait énormément de choses au niveau du bootstrap, on n'est plus obligé de charger les classes au moment du runtime. L'exemple typique, si vous avez parsé tous vos fichiers XML au moment du build, vous n'avez plus besoin de parseur XML au moment du runtime. Un parseur XML, celui de la JVM, c'est 9 mégas. Donc vous avez réduit votre taille d'image de 9 mégas juste en chargeant vos fichiers XML au démarrage. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre sur ce qu'est Quarkus, c'est que Quarkus c'est vraiment un framework qui permet de pousser des phases d'initialisation vers le build pour un ensemble de bibliothèques. Donc Quarkus propose un certain nombre d'extensions, mais c'est aussi un framework qui permet d'intégrer tout un tas d'autres extensions. Alors là vous avez une petite liste, mais on en a rajouté un certain nombre depuis, et ça continue de se rajouter. On a un certain nombre de briques pour ça. On a Jandex qui permet de construire un index d'annotation. Donc on construit l'index d'annotation sur les classes qui nous intéressent et après on accède directement à cet index au lieu de faire de la réflexion. Et on a également Gizmo qui est une librairie qui se base sur ASM qui permet de générer du bytecode et aussi d'enregistrer du bytecode et de le rejouer plus tard. C'est un principe qui, on le verra, est assez utile. Et évidemment ça se base sur la partie Graal et on a aussi une implémentation de CDI qui s'appelle Arc et qui tire parti de tous ces principes de génération de code et d'initialisation au build. Alors on va juste se placer sur un bootstrap en mode JVM dans Quarkus pour essayer de comprendre déjà qu'est-ce que ça apporte en mode JVM. Donc la première chose c'est que au moment du build, on va scanner les classes, scanner les annotations, déduire un certain nombre d'informations, lire la configuration de build, par exemple je sais que je ne vais vouloir me connecter qu'un serveur PostgreSQL, j'ai pas besoin de charger les autres dialectes d'Hibernate, on va se limiter à ça.
Et à partir de ça, on va générer du bytecode qui va être pour deux phases. Une phase qui s'appelle le static init et une phase qui s'appelle le runtime init. Alors là, en mode JVM, on voit pas l'intérêt parce que comme vous voyez au run, on va lancer les deux séquentiellement et du coup, on voit pas trop l'intérêt de tout ça. Ce qu'il faut voir, c'est que déjà en mode JVM, vous l'avez vu tout à l'heure, on démarre quand même relativement vite et c'est déjà grâce à ces deux phases précédentes et éviter de scanner les annotations, etc. en deuxième phase, qu'on a ces gains. Quand on est sur un exécutable natif, on a un fonctionnement qui est un peu différent. Et comme vous le voyez là, sur le run, la phase de static init, elle est plus là, parce qu'elle a été déplacée au moment du build. Au moment où on fait la compilation native, on va lancer la phase de static init, on va éliminer les classes qui ne servent à rien, et on va faire un snapshot mémoire de cet élément-là, et tout ça, ça va être intégré dans l'image native. Ça permet du coup d'exécuter un certain nombre d'opérations au moment du build, au lieu de le faire au moment du run. Alors là, ça paraît hyper abstrait, et on va prendre l'exemple du travail qu'on a mené sur Hibernate ORM, et de comment on a modifié le bootstrap d'Hibernate ORM pour permettre d'avoir des gains sur ce bootstrap. En première phase, on va aller chercher les entités, on va générer du bytecode qui va plus tard dire à Hibernate, voilà la liste des entités, voilà la liste des associations, voilà la liste enfin voilà, de tout ce qui fait Hibernate. On va faire du bytecode enhancement sur les entités Hibernate, ça c'est du bytecode enhancement classique d'Hibernate. Et au moment du static init, donc au moment de la compilation native, on va construire toutes les métadonnées Hibernate. Donc toutes les associations, toutes les entités, tout ça, c'est tout fait au moment de la compilation native. Résultat des cours, c'est quelque chose qu'on ne fait plus au runtime, et au runtime, la seule chose qu'on a à faire, c'est construire la session factory à partir de ces métadonnées, et ensuite initialiser tout ce qu'on ne peut pas faire à la compilation, aller se connecter à la base de données, aller initialiser les caches, du second level cache, etc. Et du coup, on voit bien sur cet exemple assez concret qu'on a poussé un certain nombre d'opérations au moment de la compilation native, et c'est quelque chose qu'on a fait sur l'ensemble des bibliothèques qu'on intègre dans Quarkus, d'où les gains qu'on observe et d'où les chiffres que Emmanuel vous a donné tout à l'heure. Et puis je vais lui relaisser la parole pour vous en dire un peu plus sur tout ça. Ouais, je vais pas vous prendre beaucoup plus de temps à essayer de plutôt ouvrir pour les questions. Donc là, on a vu comment ça fonctionnait tout en bas. Là, je vais revenir en tant qu'utilisateur de Quarkus et vous montrer ou remontrer un certain nombre de choses. Donc je vous ai parlé rapidement des tests parce que j'avais oublié de le changer et qu'il me l'a gentiment rappelé. Add Quarkus test, ça suffit pour démarrer Quarkus. Donc c'est très simplifié, il n'y a pas de plugin d'IDE ou quoi que ce soit. Vous mettez Add Quarkus test, ça marche sur JUnit 5 ou 4. Vous pouvez injecter vos services et après les tester. Vous pouvez tester les endpoints, l'injection de l'URL localhost, qui est le port qui va bien est fait, et vous y allez. Donc ça démarre rapidement, ça démarre tout, et ça vous permet d'aller aussi faire des tests de boîte grise et non pas seulement du boîte noire avec l'injection. Panache, on l'a vu, donc ça merge la notion d'entité, la notion de repository dans un seul, que je vais appeler un petit peu abusivement, mais je vais appeler Active Record, où on a nos champs, on a aussi nos requêtes SQL qui sont contextuelles, donc en fait on n'écrit que la partie intéressante de la requête SQL. Juste pour info, voilà la différence entre le Active Record et une approche repository, c'est le même code, les deux fonctionnent avec Panache. Je vous laisse regarder, la grosse différence en fait, bon déjà c'est deux classes, et puis vous allez injecter le repository là où vous utilisez la ressource pour l'utiliser. Voilà. Il y a plein d'autres choses, notamment quand on dit microservices, quand on en fait un c'est facile, quand on en fait deux ça va, quand on commence à en faire 10, 20, 30, 50, 100, etc. Il y a des choses qui sont importantes. L'observabilité c'est important, exposer ses API, peut-être mettre des API gateway dedans qui vont utiliser cette information, avoir des métriques, les sortir peut-être sur du Prometheus ou des choses comme ça pour pouvoir gérer qu'est-ce qui se passe applicativement ou même en dessous les choses. Est-ce que mon pod, est-ce que mon déploiement il fonctionne ou pas? Est-ce que cette instance elle doit être tuée par l'orchestrateur pour redémarrer? Tout ça c'est la partie else check. Tout ça c'est supporté notamment grâce à Microprofil, Eclipse Microprofil qui offre des
des standards autour de ces besoins d'observabilité et de microservices de manière générale. L'accès à la base de données, donc la gestion de son schéma au fil du temps. On a un support Flyway pour faire ça, donc les évolutions de schéma. Les event-driven architecture, donc Kafka c'est un petit peu la star du jour, la starlet du jour là-dessus. Il y a des bonnes raisons, des fois il est quand même un petit peu abusé, donc il y a des choix à faire entre des trucs, des protocoles un peu plus classiques de MOM versus Kafka. Ce qui est important, c'est qu'il faut une intégration de consommation et de production de messages qui soit la plus simple possible dans les applications modernes, puisque l'approche event-driven, elle est importante pour avoir des systèmes qui soient élastiques, résilients et résilients aux erreurs. D'accord, on appelle ça des systèmes réactifs. C'est aucun rapport avec la programmation réactive, mais c'est des systèmes qui vont fonctionner même s'il y a des morceaux qui ne fonctionnent pas et l'erreur ne va pas se propager en cascade. La sécurité, c'est important. Non, vous avez une façon d'exprimer la sécurité qui est pareil du standard. Ça vous permet de générer et de gérer des tokens JWT. Vous pouvez externaliser ça ou faire gérer ça par un service digne de ce nom du genre Keycloak, etc., etc. Donc la sécurité est aussi présente et plein d'autres choses. On a une cinquantaine d'extensions, je ne me rappelle plus le détail. Si vous êtes en mode JVM, vous rajoutez votre dépendance comme vous le faites naturellement dans vos frameworks et ça va bien se passer. On vous recommande quand même d'aller sur l'approche d'extension pour tout ce qu'a expliqué Guillaume. Tout ce travail de travailler au build time, faire démarrer les frameworks au build time, ça va faire du gain. Ça va faire du gain en consommation mémoire, du gain en démarrage. Ça va faire que le live reload, c'est quelque chose qui fonctionne versus pas fonctionner. Si vous devez attendre 7 secondes pour votre framework pour redémarrer, le live reload, ça va être moins intéressant. D'accord ? Après, on va être obligé d'utiliser des approches un peu plus chirurgicales. Et les extensions, ça aide aussi à GraalVM à ce que vos déploiements, enfin vos dépendances fonctionnent sur GraalVM si possible. Donc Quarkus, focalisez sur le développeur pour vous rendre la vie facile. Très peu consommateur en mémoire, très rapide à démarrer. Une unification de l'approche impérative et réactive pour les event-driven architecture notamment, et puis tout un écosystème de librairies et de standards que vous connaissez déjà et du coup vous êtes déjà relativement familier avec, ou alors c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à quelque chose que vous connaissez. Et je vais arrêter là-dessus et on va ouvrir pour les questions avec le temps qui nous reste. Merci.